Alors, on change complètement, mais alors complètement par rapport aux communications qui m'ont précédé. On revient au théâtre, il en a été question tout à l'heure. Je ne vais pas vous présenter mon projet, mais je vais vraiment m'arrêter seulement sur la question de la structuration des données, des modèles que j'ai utilisés pour la structuration de données. Alors, je vous dis quand même en 2 mots. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet en ligne? Il y a des mises en scène. À l'origine, ça devait être les mises en scène européennes du XVIIIe siècle à aujourd'hui du théâtre de Marivaux. Et après, donc, le projet est devenu de plus en plus important. Nous sommes arrivés au Canada et maintenant même au Japon. Donc c'est quelque chose qui devient ingérable, peut-être. Et donc de là, vous voyez l'exigence de donner en structure très rigide, quelque part, pour ne pas trop me perdre. Alors, je précise, aujourd'hui, il a été beaucoup question de où on prend les données, est-ce que les données sont fiables, etc. Là, du coup, comme ces données-là sont finalisées à une étude très précise, qui est une étude sur les transferts culturels à partir des processus de création de la génétique des spectacles. Donc, du coup, là, j'ai envie de dire les données sont fiables dans le sens où c'est moi ou des collègues, des collaborateurs de mon équipe qui vont chercher les documents, les données, vont chercher les documents, la documentation que nous transformons en données selon un modèle que nous avons préétabli. Donc déjà sur la fiabilité par rapport à un modèle donné finalisé à une étude bien précise, bon là la question ne se pose pas parce que finalement c'est nous qui créons nos données, du moins la structure de nos données. Donc je vais assez vite. Et donc, il n'y a pas des documents, mais là, mon objet, c'est finalement les spectacles, c'est-à-dire quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'existe pas matériellement. Mais il y a des documents sur ces spectacles, sur ces mises en scène. Donc, j'ai 2 typologies différentes de données. Donc, d'une part, les données sur les spectacles et d'autre part, les documents donc des documents d'ailleurs de nature différente, c'est-à-dire visuels, audiovisuels, mais aussi textuels, qui concernent ces spectacles et d'ailleurs structurés sur une temporalité sur 3 phases qui concernent la vie d'un spectacle, c'est-à-dire le processus de création, la création et la post-création. Par exemple, lorsque on a un article, un compte rendu d'un spectacle, etc., pour moi, nous sommes déjà dans la post-création. Ou bien la post-création, ça peut être aussi une reprise du spectacle. Alors, 2 questionnements méthodologiques bien différents. D'une part, le traitement des données sur le spectacle, ceux dont notre collègue finalement qui travaillait sur les spectacles de la région, sur les bases de la spectacle de la région, finalement c'est à peu près la même chose, même si là il s'agit de spectacles historiques. Et d'autre part, l'édition donc numérique de documents concernant ces spectacles. Donc, voilà pourquoi j'ai fait la distinction dans mon intitulé de modèle de structuration de données, et puis j'ai ajouté, et
ontologie, parce que j'ai vraiment deux gros questionnements, parce que je travaille finalement sur deux objets de nature bien différente. D'ailleurs, la recherche même de données sur les spectacles est doublée de cette deuxième recherche qui fait qu'il faut aller dans les archives pour chercher ensuite les documents concernant ces spectacles. Mais je commence par la structuration donc, des données. Alors, dans cet espace virtuel qui s'appelle SEM, le site s'appelle SEM parce qu'à l'origine, ça devait être Scène européenne Marivaux. Bon, européenne, maintenant on peut dire étrangère. Donc, cet espace, c'est un espace virtuel qui doit permettre une lecture croisée et comparative, sur laquelle je travaille déjà, par exemple par les lignes de temps, selon l'axe donc chronologique ou bien l'axe linguistique et culturel. Donc, à cet espace virtuel, j'ai donné une structure qui respecte le protocole FRBR. Voilà, vous trouvez l'explication, la présentation de ce type de protocole, par exemple, sur le site de la Bibliothèque nationale. Et donc, ce qui veut dire en français fonctionnalité requise des notices bibliographiques. Et ce qui m'intéressait dans ce modèle, c'est qu'il fait la distinction de 4 niveaux. Et pour moi, c'est tout à fait ce qu'il me faut, parce que ces 4 niveaux vont de la création abstraite aux documents concrets qui s'y rapportent. Mais j'ai l'impression que je ne suis pas sur la bonne... voilà. C'est-à-dire les 4 niveaux sont œuvre, expression, manifestation et item. Donc, cette structure devrait faciliter la consultation de la documentation concernant donc ces différentes mises en scène ou bien les adaptations et les traductions, tout en les remettant dans leur contexte. Et là, justement, j'ai préparé un exemple pour essayer d'être clair et en même temps très brève. Par exemple, qu'est-ce que je considère le niveau abstrait? Le niveau abstrait, c'est la création de l'œuvre. Donc là, vous avez la date de l'original et ensuite, vous avez à un niveau moins abstrait les expressions. Donc dans mon cas, c'est les expressions qui se rapportent aux différentes aires culturelles et linguistiques. Mais là encore, nous sommes dans un niveau abstrait. Et ensuite, dans cette catégorie, nous avons une sous-catégorie qui est celle du modèle, c'est-à-dire les manifestations. Et là, j'ai mon objet mis en scène ou traduction. Donc, j'ai l'objet concret. Mais là encore, je n'ai pas encore les documents parce que l'objet lui-même est la mise en scène qui n'existe plus. Il n'y a plus que des traces de cette mise en scène. Et donc là, j'arrive au niveau le plus concret, le niveau des items, des contenus, et ce n'est que là que je range et je classe mes documents. Et d'ailleurs, je les classe selon les 3 phases de l'historique du spectacle auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire processus de création, par exemple les maquettes de costumes, ou bien le script aussi. En script, en scénario, ce n'est pas encore le spectacle, ou même des captations vidéo de filage, ce n'est pas encore le spectacle. Et puis le spectacle lui-même, donc des photos ou la vidéo, justement, c'est là où intervient la vidéo. Et donc la post-création, comme je le disais, tous les documents critiques qui ont pu être produits sur le spectacle lui-même.
Et donc là, vous avez un exemple. Et là, par exemple, donc voilà ce que donne. Alors là, pour une toute petite œuvre de Marivaux, là, je crois que j'ai mis 3 domaines culturels, et encore, ce n'est même pas complet, mais c'est pour expliquer un peu la structure. Donc, là, par exemple, GR, ce sont les mises en scène et les traductions grecques. Et avec le nom entre parenthèses du metteur en scène, ou s'il s'agit seulement d'une traduction éditée du traducteur, qui sont au niveau des manifestations. Et là, j'ai souligné, du moins je voulais le faire, 1978, la double incostanza, la doppia incostanza d'André Ruth Chamma, qui est en manifestation. Et là, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur comme item. Et, là, donc, vous voyez, moi je ne les vois pas, mais vous devrez les voir. Et, vous voulez par exemple la captation d'un filage, des notes de mise en scène, le programme, l'affiche d'une reprise en plein air, les photos du spectacle, les photos de répétition, etc. etc. Hein, donc, et c'est seulement là, donc dans cette 4e partie concrète, que je mets les documents. Les documents qui doivent, parce que en fait le cheminement, c'est vraiment étudier la mise en scène qui n'est pas ça. Hein, même une vidéo de mise en scène, ce n'est pas la mise en scène, c'est un document de mise en scène. Mais donc à ce niveau-là, des documents, à ce niveau des items, c'est là où intervient le problème de comment décrire et comment analyser ces documents. Et c'est là où la question des ontologies donc, se présente. Alors, et là, bon, c'est à peu près, donc mais ça, je vais en discuter avec ma collègue. Là, par exemple, pour la vidéo de théâtre, j'ai commencé à travailler, je n'y travaille pas toute seule sur cette partie, j'ai commencé à travailler pour imaginer qu'est-ce qu'on peut annoter face d'une vidéo. Là, il s'agit, si je la reconnais bien, oui, de l'île des esclaves de Irina Brook. Et en fait, je fais des annotations à partir de la ligne, hein, vous voyez là, mais ces annotations sont rangées par des étiquettes, bon, à laquelle par facilité nous avons mis de la couleur, des étiquettes qui correspondent, mais bon, c'est un travail en cours, hein, qui correspondent à ces schémas d'annotation. Par exemple, le schéma de personnage concerne la description des costumes et par exemple le fait d'annoter à un moment donné s'il y a un changement. Là, c'est la partie sur laquelle j'ai le plus travaillé et notamment sur les déplacements et les mouvements. Et là, pour vous montrer, je vais vous montrer rapidement, si j'y arrive, un document, non, c'est pas grave, un document Excel où vraiment on a essayé de nommer des étiquettes qui nomment les différents types de mouvements sur la scène, vers le fond de scène, coup à court, à jardin, etc. Et c'est là où la question justement même de la création d'un métalangage s'impose. Et pour la partie française, j'ai trouvé une solution, mais qui est provisoire, qui doit être remise en question, même grâce à mes collègues étrangers. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de me fonder sur les relevés de mise en scène historique, donc du 19e siècle, 20e siècle, notamment les relevés qui sont conservés à la Comédie Française et qui utilisent donc un métalangage de description de ceux
qui arrive sur la scène, qui peut être transposé avec des corrections à la marge. Mais là, vous voyez, tout est un mouvement. Tout cela doit être non seulement précisé, mais doit être discuté. Donc là, pour le personnage, la segmentation, bon, ça c'est plus facile à faire. Et après, donc, la description de la scène. Et puis là, c'est la partie qui a fait le plus discuter parce que c'est la moins objective, hein, c'est-à-dire l'analyse de la mise en scène, qui, à mon avis, est nécessaire pour pouvoir comparer aussi des mises en scène. Hein, c'est quand même intéressant déjà de dire est-ce que c'est une mise en scène historicisante ou actualisante. Donc, mais là, on est dans l'analyse, on n'est plus dans l'objectif. Mais moi, je continue de penser que cette partie-là doit être considérée dans donc dans la notation d'une vidéo. Bon, pour le textuel, c'est plus facile, j'ai envie de dire, parce que pour tout ce qui est texte, il y a donc la référence, donc pour l'édition numérique, c'est la TEI. Donc là, finalement, il y a des balises, enfin, tout est déjà codé. Donc pour le texte, peut-être cela donne moins de problèmes déjà dans la définition des étiquettes. Et donc, il est évident que tout ce travail, c'est pour ça tout à l'heure j'évoquais ce travail sur les ontologies. C'est vrai qu'à un moment donné, on devrait peut-être se confronter, tous les spécialistes qui ont travaillé sur ces questions-là. Par exemple, une collègue italienne a proposé de fonder ce qu'elle appelle une PKB, hein, pour définir très précisément des étiquettes d'analyse de tous les éléments du spectacle. Là, par exemple, ce n'est pas moi la fiche, vous voyez, c'est écrit en italien. Là, par exemple, c'est une fiche qu'elle a élaborée pour essayer de définir les annotations de base pour les costumes. Et d'ailleurs, elle a aussi soulevé la question d'attribuer à chaque objet se rapportant à une mise en scène un code, donc un identifiant pérenne qu'elle appelait ASPA code. Donc voilà ce que je voulais très rapidement vous présenter. Hein. Je ne vous parle pas du projet lui-même, mais voilà des soucis, des défis méthodologiques à la base, hein, pour commencer. Donc, et finalement, c'est là où on se rend compte que moi, au départ, je construisais ces archives pour fonder mon vrai projet, ma véritable étude. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un chantier d'études immense et finalement qui pourrait suffire à lui-même. Merci. Alors, moi, je suis allée vite parce que j'avais calculé, j'avais un quart d'heure. Alors, voilà. Oui.
Oui, tu as Merci, dû Paola. reconnaître Omeka. Non, pas du tout. J'allais pas parler d'Omeka. Je voulais d'abord te remercier. J'aime beaucoup ta conclusion finale que la Constitution et la méthode sont en eux-mêmes des projets scientifiques. Et c'est un peu ce dont nous nous sommes rendus compte, humanistes qui utilisons les outils numériques, c'est que même la méthode devient un objet d'étude et un objet scientifique. Elle-même. C'est un peu ce qu'a expliqué aussi Cécile avec un projet qui part pour étudier les directions d'acteurs et qui finit par réfléchir sur une ontologie, utiliser les outils des sciences cognitives, etc. Je trouve ça absolument fascinant. Je voulais juste faire un commentaire sur le Persistent Identifier. Il me semble que c'est l'une des pistes les plus intéressantes pour les processus créatifs, puisque reconstituer les dossiers de genèse d'œuvres en se fondant sur leurs archives et leurs traces suppose de manipuler un ensemble d'objets très dispersés, très différents. Et on a quand même une clé, en tout cas dans les études de genèse, c'est la chronologie. Donc à partir du moment où on a restitué la chronologie du processus créatif et que l'on dispose de l'ensemble de ces œuvres, eh ben c'est vrai que l'étape d'après serait d'avoir un identifiant pour chacun de ces objets. Alors après, je ne sais pas trop comment on va pouvoir visualiser ça, mais pour moi, la question de la génétique dans le milieu numérique a probablement une solution dans le Persistent Identifier. Et du coup, j'en viens à ma dernière remarque. En déposant les objets d'études sur Nakala, on obtient des Persistent Identifiers sous forme de DOI. Manu a longtemps hésité entre les handles et autre chose. Donc là, on obtient des DOI. Et le DOI, c'est quelque chose qui est pérenne et qui est riche d'avenir pour nous. C'est coûteux. Donc l'infrastructure le paie pour nous, parce que c'est un service public. Mais du coup, c'est une piste. Et c'était simplement pour vous inviter et t'inviter à déposer vos ressources. Merci. Merci Paola pour cette présentation. Moi j'avais une question par rapport à la TEI, parce que j'ai vu que tu avais identifié une balise TEI pour décrire certains éléments. Est-ce que tu en as identifié d'autres ? Je crois que c'était dans la slide précédente. Alors, en fait, moi je me sers de la... C'était que... Ah oui. Oui. Il y en avait un que tu as utilisé pour le spectacle, il me semble. Oui. Parce que, en fait, comme on a beaucoup discuté sur la question comme quelles étiquettes mettre pour les mouvements, pour les déplacements, alors on s'est dit, bon, déjà, on peut partir de la balise Move et voilà, commencer sur... Parce que, en fait, mon souci, c'est aussi de réfléchir à la liaison entre ce qui est du textuel et parce que l'idéal, donc il y a l'original de Marivaux qui devient un script pour la scène. Alors l'original, je peux identifier par exemple une didascalie interne qui devient une note de mise en scène dans le script et qui donne un mouvement dans la réalisation, dans la mise en scène. Et donc, moi, j'ai besoin aussi de suivre ce fil-là. Et donc, si déjà, dans mon encodage TEI, j'ai la balise Move, je peux vérifier toute cette chaîne. Voilà. Oui, ça me semble aussi très pertinent pour analyser le processus de création et les différentes étapes de conserver certaines... balises de TEI et de les intégrer dans l'ontologie en fait. Voilà, donc, mais je le répète, c'est vraiment un cours. Mais voilà, cela a quand même apporté en réflexion alors qu'au départ, ça paraissait simple. Bon, je les documents, je les spectacles. Ben non, c'est pas du tout ça.